Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocible. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour chères auditrices et auditeurs de la petite conversation. Aujourd'hui, c'est Jubaï Adeden qui est au micro et je vous ai concocté un petit entretien avec Olivier Blanchard qui a été chef économiste au FMI, notamment juste en pleine dans la crise financière de 2007-2008. Donc on va revenir avec lui sur les modèles macroéconomiques qu'ils utilisent, leur pertinence pour prévoir les crises, et aussi on va un peu discuter de politique publique, parce que c'est ça l'objet de la petite conversation, vous éclairer sur les sujets de politique publique. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Monsieur Blanchard, merci d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast La Petite Conversation qui est animé par Terra Nova Jeune. Depuis plus de 40 ans, vous travaillez sur les sujets de macroéconomie. Vous êtes notamment connu par tous les étudiants en économie en France, en tout cas en licence, pour avoir rédigé le fameux Blanchard-Cohen, qui est un livre d'introduction à la macroéconomie. Vous avez également eu un parcours assez exceptionnel, chef économiste du FMI, professeur au MIT. Vous avez eu et vous exercez toujours une influence dans le débat en macroéconomie à l'échelle planétaire. Merci pour d'avoir répondu présent à cette invitation. On a eu l'idée de vous inviter à la suite de la publication de votre discours devant la Société d'économie américaine en avril 2025, qui s'appelle Thoughts on 40 Years of Macroeconomic Research. Et dans ce papier, dans cette conférence, vous vous demandez où en est la recherche en macroéconomie. À Terra Nova Jeune, on se pose bien entendu la question des questions économiques, mais on s'intéresse surtout sur les questions de politique publique. Et donc, on voulait vous interroger sur des questions, notamment sur l'apport de la macroéconomie dans l'évaluation des politiques publiques. Alors, on va un peu discuter en deux temps. La première partie sera un peu dédiée aux différents modèles macroéconomiques qui existent, et la deuxième sera plus orienté sur la façon dont la macroéconomie peut éclairer le débat public. Alors, première partie et première question, on peut se demander quels sont les modèles qui aujourd'hui existent en macroéconomie, quels sont leurs usages et surtout, en fait, comment est-ce qu'ils évoluent au cours du temps? Est-ce que on a trouvé le modèle qui arrive à prédire l'économie de manière fiable et stable? Ou alors, il y a différents modèles qui existent, voilà. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite revue, très brève des différents modèles et ensuite on abordera la question des critiques qui peuvent être faites, à ces différents modèles? Très bien. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de répondre à votre question. Donc, à l'heure actuelle, dans la recherche académique, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les journaux, comme l'American Economic Review, le Quarterly Journal, ce sont ce qu'on appelle des DSGE. Des DSGE, ça veut dire Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. C'est un peu compliqué comme acronyme, mais l'idée, c'est que c'est des modèles qui sont basés sur un comportement microéconomique explicite, une théorie de l'agrégation, et l'introduction d'un certain nombre de distorsions qui paraissent essentielles pour comprendre les fluctuations économiques, en gros. Et ces modèles, c'est l'avance technologique considérable des 20 ou 30 dernières années en macroéconomie. Ce sont des modèles qui sont assez lourds, mais qui sont maintenant acceptés comme le type de modèle qu'on utilise pour réfléchir aux différents problèmes. Alors, ensuite, la question, c'est est-ce que il y a une seule approche, un seul type de modèle à utiliser et tout le monde devrait les utiliser? Non. Dans l'état actuel de la science économique, et je pense que ce sera le cas encore pendant pas mal de temps, ces modèles représentent un énorme progrès, mais ils sont pas les modèles qu'on veut utiliser pour autre chose que les discussions académiques, au moins pas nécessairement. Donc, la force de ces modèles, c'est en gros que ça permet une discussion sur une base commune.
Si on n'aime pas le modèle ou si on veut introduire une nouvelle extension, une nouvelle distorsion, on part du modèle généralement accepté, puis on montre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais ça permet une discussion entre les différents chercheurs qui est une discussion précieuse. Si on remonte 30 ou 40 ans en arrière, la macroéconomie, c'était une espèce de champ de bataille entre différentes écoles qui n'avaient pas grand-chose en commun. Ça, c'est terminé. Donc ces modèles sont terriblement utiles pour comprendre quels sont les mécanismes théoriques qui font qu'un choc de demande va avoir des effets sur la production, sur l'inflation, etc. Quand il s'agit de prédire ou de comprendre ce qui pourrait se passer à l'avenir ou de penser à une politique économique particulière, ces modèles sont utiles comme peut-être initialement pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent de fait jouer dans le cas particulier, mais ils sont pas encore suffisants pour qu'on puisse dire c'est ça le modèle qu'il faut utiliser. Et là, il faut être prêt à utiliser des modèles qui sont plus, pour utiliser le mot ad hoc, c'est-à-dire qui prétendent pas nécessairement avoir des fondations microéconomiques, mais dont on sait qu'ils expliquent les données ou ils permettent d'interpréter les données de manière plus flexible et plus utile. Donc, il me semble qu'il faut accepter l'idée que les DSGE, on peut les utiliser pour les prévisions, mais c'est pas ça pourquoi ils ont été développés. Et les banques centrales les utilisent un peu comme ça, mais en sachant qu'il y a des limites assez explicites. Mais on peut utiliser des modèles qui sont beaucoup plus empiriques. Donc, les modèles extrêmes à l'autre part du spectre, c'est ce qu'on appelle les modèles VAR, qui sont les modèles Vector Autoaggregations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde en gros l'évolution d'un certain nombre de données, ou l'évolution jointe, du point de vue purement statistique, avec une interprétation minimale théorique pour voir si c'est corrélation ou causalité. Et ces modèles, ils correspondent à la réalité telle qu'elle existe. On ne sait pas on pourrait trouver les fondations micro qui correspondent. On s'en fout un peu, simplement, ils sont utiles pour la prévision. Il y a également un type de modèles plus anciens, qui sont les modèles keynésiens traditionnels, qui ont été les modèles essentiels dans les années 60-70, qui prétendent pas non plus avoir des fondations microéconomiques très solides, mais qui sont des modèles, conceptuellement des modèles structurels, avec une équation de consommation, une équation d'investissement, une courbe de Phillips, etc., mais qui essaient d'être près de la réalité empirique, même s'il n'y a pas de fondation derrière très, très claire. Donc ces modèles, ils sont encore utilisés par certaines banques centrales, ils sont utiles. Et puis il y a une quatrième forme de modèle, il y en a probablement d'autres d'ailleurs, qui sont disons les modèles pédagogiques. Donc par exemple, vous avez mentionné Blanchard-Cohen. L'idée d'un manuel de genre, c'est pas de construire un modèle à 50 équations avec des méthodes de résolution très complexes, c'est d'expliquer aux étudiants, au moins d'essayer d'expliquer aux étudiants comment on peut réduire l'effet du taux de change sur l'activité économique, donc de réduire le modèle à 2 équations ou 3 équations, un graphe où on peut montrer en gros comment il y a 2 courbes qui se croisent. Ça, c'est des modèles qui sont incroyablement utiles parce que on peut pas dans sa propre tête résoudre des équations si un modèle a 50 équations, c'est impossible. Donc, ce sont des modèles qui sont précieux, mais bon, qui manifestement prennent ce qu'on appelle des shortcuts, qui simplifient la réalité considérablement, mais pour délivrer des conclusions qui sont relativement claires. Donc, la réalité, c'est qu'on peut imaginer, ces modèles, ils existeront toujours, les gros modèles existeront toujours, mais on peut penser éventuellement que les DSGE, pour se ramener à la première catégorie de modèles, arriveront à un degré de sophistication et de réalisme que ce seront les modèles qu'on utilise pour penser à l'avenir, pour penser à différentes politiques économiques. On n'y est pas. Donc, de manière pragmatique, pour le moment, il faut utiliser la batterie, ce que font les banques centrales. Alors, c'est une longue réponse à votre question, mais c'est un peu le débat en macroéconomie. Il faut être très pragmatique sur ce qu'on utilise quand.
Et donc peut-être pour continuer là-dessus, sur cette réflexion sur les modèles, notamment sur la comparaison entre les différents modèles, qu'est-ce qui ferait que, en fait déjà, qu'est-ce qui explique que les DSGE ont émergé à un moment, peut-être de manière très rapide, et également, qu'est-ce qui ferait que à l'avenir, en fait, on converge vers enfin, les économistes, en tout cas les praticiens, se disent, ah oui, les DSGE, c'est ce vers quoi on veut tendre. Et ensuite, on abordera peut-être la question des pays émergents qui ont certainement des structures économiques différentes des pays développés et voir en fait si c'est adapté à ces pays-là d'utiliser des DSGE. Alors là, il faut remonter un peu dans le temps, il faut remonter aux années 70 en gros, où il y a eu une grosse crise en macroéconomie. Il y avait une espèce d'approche traditionnelle dont j'ai parlé, qui sont ces gros modèles économétriques qui ne prétendaient pas avoir des bases microéconomiques très explicites. Et puis il est arrivé un groupe de gens tout à fait remarquables disant il faut partir des fondations microéconomiques, et ils ont ajouté à ça, en gros, essayons de voir l'économie comme une économie de marché compétitive. Donc il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel, qui est mort récemment, qui s'appelle Ed Prescott, qui a dit non, je peux expliquer ce qui se passe dans le monde sans faire d'hypothèses de distorsion, en disant que les marchés fonctionnent parfaitement. Ce qui paraissait très extrême, parce que si on a cette position, ça veut dire il n'y a pas besoin que le gouvernement intervienne. En gros, l'économie a un équilibre de Pareto, pour être technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment améliorer les choses. Donc, vous nous enquiquinez, vous les keynésiens, on n'a pas besoin de tout ce que vous ajoutez sur le pouvoir de monopole et des trucs comme ça. Donc, ça a été intense comme combat. Les keynésiens ont dit écoutez, non, regardez le monde, il est plus compliqué que ça. Mais votre méthodologie, qui est que essayer de partir de fondations micro et d'introduire des distorsions, ça on est pour. Donc, il y a eu au cours du temps une espèce de convergence avec l'idée que oui, pour avoir des discussions entre nous, il faut un socle commun. Et le socle commun, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il faut partir de principes microéconomiques, comme dans les autres domaines, en macroéconomie, mais c'est aussi en finances publiques, en organisation industrielle. Partons d'un modèle microéconomique et introduisons d'un modèle microéconomique de comportement rationnel, plus ou moins rationnel, en tenant compte des faits que les gens ne se comportent pas exactement de manière aussi raffinée que certains agents dans des modèles économiques, et puis des distorsions. Il y a du pouvoir de monopole, il y a toute une série de choses qui se passent, qui sont importantes. Et en gros, on est arrivé à ce qui s'appelle le modèle nouveau keynésien, que je représente en partie, où en gros, les modèles, ils ont des fondations microéconomiques, ils ont des distorsions, ils réfléchissent assez fort au comportement des agents, et là, un des grands progrès, c'est ce qu'on appelle en anglais behavioral economics, donc économie du comportement, parce que manifestement, les gens se comportent pas de manière ultra rationnelle, et c'est important d'en tenir compte, sur la formation des anticipations. Alors, les économistes diraient, si on est totalement rationnel, on forme des anticipations rationnelles en comprenant le modèle, en le résolvant, etc. De fait, les gens utilisent des méthodes beaucoup plus simples, mais on a fait beaucoup de progrès pour essayer de comprendre quand ils essaient de manière raffinée ou relativement simple. Donc, on a mis tout ça dans le modèle nouveau keynésien avec l'idée qu'en gros, la conclusion du point de vue qui vous intéresse, pas méthodologique, mais d'approche, c'est qu'une grosse partie des fluctuations sont dues à des mouvements de demande. Les consommateurs deviennent optimistes, pessimistes. Monsieur Trump met des tarifs qui changent le comportement d'investissement des entreprises, etc. Que ces mouvements de demande affectent l'activité très directement. Donc ça, c'est l'aspect keynésien. Mais il y a une réaction du côté de l'offre, c'est-à-dire que si l'économie est en surchauffe, il va y avoir une pression sur l'inflation. Si au contraire elle est déprimée, l'inflation va ralentir. Et dans ce contexte, on essaie de réfléchir à quelles sont les politiques optimales, que ce soit la politique monétaire ou la politique budgétaire. Donc c'est cette évolution, cette convergence qui caractérise le domaine depuis presque 50 ans maintenant.
D'accord, merci pour cet éclaircissement. Et donc, si on veut faire un peu de prospective, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ces modèles? Pourquoi je pose la question? Parce que il y a la question de la crise financière de 2008-2009 n'avait pas été prévue et on s'est rendu compte que les modèles n'arrivaient pas à capter peut-être certains retournements de cycle, etc. Donc, notamment les chocs exogènes tels qu'une crise financière. Du coup, oui, bon, il y a des débats pour savoir si la crise, elle est complètement exogène, si elle est vraiment plus endogène, mais comment est-ce que les modèles pourraient mieux intégrer certains risques, en fait, qui sont mal captés traditionnellement par eux. C'est un bon exemple. Alors, en effet, les modèles macroéconomiques n'étaient pas du tout prêts à la crise financière de 2008. Je le sais personnellement parce que j'ai été au Fonds monétaire exactement à ce moment-là et on n'avait pas les modèles qu'il fallait. Euh, et c'est intéressant parce que ce qu'on avait fait en macroéconomie, c'est qu'on avait pensé qu'il y avait des investisseurs qui en gros faisaient de l'arbitrage entre, par exemple, détenir des actions ou détenir des obligations. Les actions, ça rapporte plus, mais c'est plus risqué. Donc, si on n'a pas envie de prendre trop de risques, on fait un mélange entre les deux, etc. Mais on avait fait des équations d'arbitrage en se disant, oui, bien sûr, derrière la scène, il y a un énorme secteur financier qui fait tout ça. On n'a pas vraiment besoin de savoir comment ils fonctionnent en pratique, juste que le résultat de leur action, c'est d'avoir une relation entre le taux d'intérêt sur les obligations et le taux d'intérêt sur le taux moyen de rendement sur les actions. Pour prendre un exemple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé que non, c'était totalement faux, c'est que la plomberie du secteur financier était de fait très importante. Qu'il y avait des limites à l'arbitrage, que ça dépendait du bilan de chaque entreprise, que chaque institution financière dépendait d'autres institutions financières, donc si elles avaient un problème, l'institution en question avait un problème, etc. Donc on a introduit des modèles qui sont des modèles d'interaction, en gros, de crédit, d'interaction entre les entreprises, qui sont beaucoup plus réalistes, qui en gros ont regardé quelles étaient les limites des modèles précédents. Donc c'est un bon exemple, on a fait des progrès. Il y a un problème presque philosophique pour un macroéconomiste, qui se peut que si on regarde le secteur financier dans son ensemble, il a l'air à peu près sain, à peu près fonctionnel, mais de fait, il y a des espèces de micro-fissures qui sont très difficiles à voir si on ne regarde pas institution par institution. Donc l'exemple de Lehman, ce qui s'est passé, c'est que quand Lehman a fait faillite, il y avait toute une série de relations avec d'autres institutions financières qu'on ne pouvait voir que si on avait regardé le bilan de Lehman, les institutions financières qui dépendaient de Lehman d'une manière ou d'une autre, et en retour, les institutions financières qui dépendaient de ces institutions financières. Donc, il se peut que, à moins qu'on regarde les données presque individuelles, incroyablement granulaires, il y a des choses qu'on ne va pas voir. Donc, il y a toujours un risque que, parce qu'on a travaillé à un niveau d'agrégation plus élevé, regardons 5 parties du secteur financier plutôt que 5 millions, on loupe des choses. Et ça peut arriver de nouveau. Alors, on essaie de réfléchir à ce que ça implique. En pratique, ce que ça impliquait, c'est comme on comprend pas très bien qui dépend de qui, on va mettre des ratios de capital ou des ratios de liquidité assez élevés sur les banques ou les institutions financières, de manière à ce que, même si on ne sait pas exactement ce qui se passe, s'il y a un problème, en gros, il n'aura pas tendance à devenir gigantesque. Donc, c'est un exemple à la fois de progrès intellectuel, de progrès analytique, de progrès empirique, et puis de progrès en matière de réglementation financière. On a un système de réglementation financière dont les banques disent « Ah oui, vous êtes un peu dur, on pourrait vraiment prêter plus ou avoir moins de capital ». Et on leur dit « Non, non, vous comprenez pas. C'est pas tellement votre problème, c'est que le système dans son ensemble, on veut être sûr que s'il se passe quelque chose, ce sera pas catastrophique. » Donc, voilà la réponse à votre question. Pour prendre un autre exemple courant, c'est les tarifs. Les tarifs, c'est un choc qu'on n'avait pas
auquel on n'avait pas pensé parce qu'il n'y avait pas eu de gros choc tarifaire depuis très longtemps. Bon, la politique de M. Trump, avec les tarifs qu'ils ont en place, avec l'incertitude que ça génère sur ce qui va se passer, c'est également un nouveau choc. Donc, il y a toute une série de gens qui travaillent pour étendre les modèles qu'on a à ces chocs, disons des chocs d'incertitude. C'est pas tellement le niveau des tarifs qui compte, c'est le fait qu'on ne sait pas s'il va y avoir un tarif ou s'il va pas avoir de tarif. Et donc, la décision d'investissement, on hésite à faire un investissement si on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça a un effet sur l'investissement, etc. Donc, et maintenant, le progrès technologique, académique, je dirais, est très rapide. Donc, dans les 6 derniers mois, j'ai vu toute une série de papiers qui essaient d'intégrer ces éléments au modèle qu'on avait, de manière à ce qu'on soit plus informé sur les choix qu'on a à faire. Alors peut-être qu'on peut très brièvement passer à la question des pays émergents et ensuite on abordera la deuxième partie de l'entretien qui est plus sur l'apport de la macroéconomie au service vraiment des politiques publiques. Donc sur les pays émergents, pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai lu un papier, en fait c'était une revue de littérature sur les modèles macroéconomiques qui existaient. Et il y avait notamment une partie un peu plus quantitative sur les statistiques, sur enfin, par région, l'ensemble des proportions sur le nombre de recherches qui existaient, notamment concernant les DSGE. Et en fait, on voyait que notamment en Afrique, il y avait beaucoup moins de recherches comparativement aux autres pays, aux pays développés. Donc la question que je me posais, c'était pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là? Et est-ce que c'est lié au fait que c'est pas encore un sujet d'intérêt pour, les banques centrales, les gouvernements, africains? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a pas encore assez peut-être des compétences, en modélisation qui sont pas aussi développées que dans d'autres pays? Deuxième question et troisième question, enfin troisième hypothèse plutôt, c'est, est-ce qu'il y a pas d'autres modèles qu'ils vont utiliser? Parce que, les structures économiques seraient peut-être différentes. Il y a beaucoup d'économies, non structurées. Donc est-ce que c'est, laquelle des 3 hypothèses est la plus probable? Je crois que les trois sont importantes. Au niveau intellectuel, il est clair que les économies pauvres ont des structures économiques assez différentes, avec des structures de marché assez différentes, et donc il n'est pas évident que le modèle qui est le modèle que tu utilises pour penser aux États-Unis ou à l'Europe soit dans ses détails adapté. Donc il faut certainement l'adapter. Il y a beaucoup plus je dirais, de distorsion des marchés qui fonctionnent moins bien pour toute une série de raisons. Donc il y a un effort d'adaptation et c'est difficile et en effet c'est probablement pas suffisamment fait. Le deuxième, c'est une espèce d'aspect financier. C'est que pourquoi est-ce qu'il y a énormément de recherches sur la politique monétaire, par exemple, dans les pays riches? C'est parce que les banques centrales ont beaucoup d'argent et qu'elles peuvent s'offrir le luxe d'avoir un département de recherche qui fait de la recherche sur la politique monétaire. Donc, par exemple, il y a beaucoup plus dans les pays avancés, il y a beaucoup plus de recherche sur la politique monétaire que sur la politique budgétaire. Moi, je travaille principalement sur la politique budgétaire. Mais la raison, c'est que les ministères des Finances sont beaucoup moins riches. Ils n'ont pas de seigneurage, pour utiliser le mot anglais. Ils n'ont pas de revenus importants à développer. Donc, c'est bien sûr vrai des pays pauvres. Les pays pauvres ne peuvent pas s'offrir une équipe de chercheurs de haut niveau à travailler là-dessus. Ce serait très utile. Et bien sûr, au Fonds monétaire, il y a du travail. À la Banque centrale, à la Banque mondiale, il y a du travail. Mais la réalité, c'est qu'il y a moins de développement de théories et de recherche empirique macroéconomique dans les pays pauvres que les pays riches. Ça ne veut pas dire que l'approche, de manière générale, doit être totalement différente, mais certainement, les distorsions importantes ne sont pas les mêmes. Donc, ce serait bien sûr très désirable, de manière générale, qu'il y ait plus de recherche macroéconomique dans les pays pauvres qu'il y en a. Mais les trois raisons me paraissent importantes. D'accord, merci. Alors, donc, on va passer à la deuxième partie, qui est plus orientée sur comment est-ce qu'en général, la macroéconomie peut éclairer le débat public.
Pour cela, on va partir d'une question d'actualité. Vous avez, il y a quelques jours, signé une tribune avec Gabriel Zucman et Jean Pisani-Ferry sur la taxation du patrimoine des ultra-riches. Est-ce que vous pourriez revenir très brièvement sur le fondement de cette mesure et également sur les critiques qui ont pu être faites récemment suite à la signature de cette tribune et notamment le fait qu'il y ait une proposition de loi qui soit passée à l'Assemblée nationale sur le sujet? Pourquoi on pose cette question? En fait, pourquoi je pose cette question? Parce que c'est un peu un cas pratique, on va dire, de mesure qui peut être voilà, évalué par des modèles macroéconomiques. Et donc, on va voir ensuite comment est-ce que voilà, on peut évaluer l'impact de cette mesure sur la macroéconomie. Mais d'abord, parlons un peu du fond du sujet et qu'est-ce qui motive en fait le fait d'avoir signé cette tribune. Alors j'ai signé cette tribune euh, en tant que citoyen, pas en tant que macroéconomiste. La raison pour laquelle je l'ai fait, bon d'abord il faut comprendre que c'est l'histoire de la tribune, c'est bien sûr basé sur le travail de Gabriel Zucman, qui est un travail important, et puis le travail de son équipe à Paris, à l'école d'économie de Paris. Et moi, je suis simplement un observateur de ce point de vue-là. J'ai fait aucun travail sur le sujet. J'ai lu, bien sûr, ce que Gabriel a fait, etc. Pourquoi est-ce que j'ai signé la tribune? Parce que il faut repartir un peu en arrière. C'est que du point de vue budgétaire, la France a maintenant un déficit primaire, c'est-à-dire un déficit sans compter les paiements d'intérêt, qui est beaucoup trop large et dangereux à terme en termes d'augmentation du rapport dette-PIB. Ça m'ennuie. Ça, c'est un sujet sur lequel je travaille, c'est un sujet important. Là, il y a toute une série de questions macroéconomiques que je me pose sur comment faire. Mais la conclusion politique, c'est que on peut réduire ce déficit à zéro, ce qui est nécessaire à terme, sans prendre, on ne peut pas le réduire sans prendre des mesures assez dures du côté des dépenses, et si on regarde les dépenses individuelles, assez dures du point de vue des transferts. Ça veut dire que la générosité du système d'assurance qu'on a en France est incompatible avec l'effort qu'on est prêt à faire pour le financer. Donc, je pense que tout plan d'ajustement implique une souffrance, pour être honnête, du côté des gens qui reçoivent le RSA, qui touchent les allocations familiales, qui sont protégés par la sécurité sociale du point de vue médical, etc. Dans ce contexte, la question c'est est-ce qu'on ne doit pas faire, il y a une autre solution qui est d'augmenter les impôts. Bon, on est arrivé à un taux d'imposition très élevé en France, moyen, qui est 56%. En moyenne. Et donc, est-ce que c'est raisonnable d'augmenter les impôts? Il n'y a pas beaucoup de marge, sauf qu'il y a une partie de la population, les gens très riches, qui semblent payer moins que les autres en termes de proportion de leur revenu correct, d'un revenu correctement mesuré. Donc, j'ai été convaincu que Gabriel a mis son doigt sur quelque chose d'important. Et que politiquement, on ne peut pas demander à l'ensemble de la population de faire des sacrifices si on ne réduit pas cet écart d'imposition sur les très riches, ce qu'on appelle les centimillionnaires, les gens qui ont plus de 100 millions d'euros. Donc j'ai été convaincu que politiquement, l'ajustement ne peut se faire qu'en faisant les deux, la réduction des dépenses d'un côté et une taxation plus élevée des très riches de l'autre, à la fois du point de vue politique. Donc là, j'ai parlé pas en tant que macroéconomiste, mais en tant que citoyen comprenant la dynamique politique en France, et du point de vue moral. Et c'est là que les économistes ont le droit d'avoir une position du point de vue moral. Il faut qu'ils séparent les faits, l'explication de leurs conclusions, mais on peut parfaitement penser que une distribution très inégale, c'est parfaitement acceptable du point de vue moral, ou une distribution, ou qu'au contraire, qu'il y a
un degré d'inégalité qui est inacceptable du point de vue moral. Donc ce que j'ai fait, c'est signer la tribune avec Gabriel et Jean Pisani, parce que je pense que on ne peut pas espérer un ajustement budgétaire sans prendre ce type de mesures, que Gabriel a bien montré quel était le problème. Et je voulais montrer que c'était pas une position d'extrême gauche, parce que je ne suis pas d'extrême gauche. Je me situerais centre-gauche, probablement un peu comme Terra Nova. Et que c'était raisonnable pour quelqu'un qui est considéré en général comme raisonnable, de prendre position pour une taxe de genre. Je suis pas d'accord avec Gabriel sur un certain nombre de choses, en particulier sur le taux d'imposition. Lui et l'Assemblée nationale sont à 2%. Il me semble que 2% amènerait un départ des très riches, pas mal de très riches. À 1%, je pense que l'effet risque d'être plus limité. Mais de manière générale, il me semble qu'on peut pas demander aux gens des sacrifices sans demander aux très riches de payer leur part. Donc c'est assez loin de mon travail macroéconomique. J'ai expliqué le chemin qui m'a amené à signer cette tribune, mais j'ai pas fait de recherche sur l'inégalité en France. Et donc, par exemple, si on devait se dire, on va faire une évaluation de politique publique sur cette mesure, comment est-ce qu'on devrait Mhm. s'y prendre? Qu'est-ce vaudrait mettre comme paramètre dans le modèle? Donc, on aura un modèle macroéconomique qui va nous dire, ah, ça aura tel impact sur le PIB, sur l'inflation, sur les Mhm. recettes publiques, mais il y a aussi la question des comportements des agents. Comment est-ce qu'on Bien sûr. modélise, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait qu'il y ait potentiellement des départs. Donc à 1%, on aurait peut-être moins de départs qu'à 2%. À 10%, bon, il y en aurait peut-être encore plus, mais comment est-ce que on arrive finalement, à côté des modèles macroéconomiques qu'on a, à intégrer les changements de comportement en fait des agents liés aux mesures qu'on met en place? Oui, c'est une très bonne question. Alors, du point de vue macroéconomique, ce dont j'ai besoin, en gros, c'est d'une élasticité, un chiffre d'élasticité qui est, s'il y a un taux de 20%, quelle est la proportion des très riches qui partiront. Et à ce moment-là, si vous me donnez ce chiffre-là, je peux réfléchir à ce que ça veut dire pour l'investissement, pour la consommation, etc. Je peux faire tourner mon modèle. Mais c'est ce chiffre qui est le chiffre important. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Alors, en gros, dans le cas particulier, là, je crois qu'il faut se replonger dans la micro, regarder vraiment les détails. En gros, il y a, d'après l'INSEE, à peu près 1800 ménages qui sont centimillionnaires ou plus en France. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut regarder, et il faut le regarder de manière granulaire. Et donc, il faut regarder, en gros, si on peut avoir l'autorisation, ce qui s'est passé quand, dans le passé, il y a eu des augmentations, par exemple l'ISF, qui est parti, comment, où, ce qu'ils ont fait, est-ce que ça a impliqué. Il faut presque le faire individu, ménage par ménage. Je pense que, par exemple, on peut regarder, non pas les centimillionnaires, mais les millionnaires, et regarder exactement ce que M. Arnault a fait au cours du temps en fonction des changements de règles fiscales pour arriver à un résultat. Il n'y a pas d'autre méthode pour le faire. Et je pense que là, il faut en faire plus, parce qu'en effet, entre 2% et 1%, ça fait, il y en a un qui est le double de l'autre. Donc, il faut vraiment savoir, et mon 1%, il vient vraiment de nulle part. Je sais pas, j'ai l'impression, introspection, si j'étais centimillionnaire, etc. C'est pas sérieux. Donc il faut beaucoup plus de travail là. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de travail, Gabriel a mentionné un certain nombre d'études, mais je trouve que la qualité de ces études est pas la meilleure. En plus, c'est pas en France, c'est en Suède. Mais là, c'est là qu'il faut faire un travail très sérieux, parce qu'en effet, si tous les très riches partaient, ça aura un effet important sur la France. Alors, de manière générale, pour parler des politiques publiques de manière générale, par exemple l'effet de l'éducation sur le capital humain et sur la productivité et sur la technologie. Là, il me semble qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux, pas en tant que macroéconomiste, mais en tant que microéconomiste,
en regardant des études spécifiques, ce qu'on appelle les études RTT, où on fait quelque chose, où on regarde la différence entre les gens sur lesquels on a fait quelque chose, ou à qui on a fait quelque chose et les autres. Et il y a un papier que je vous recommande, si vous l'avez pas lu, et que je recommande à tous vos auditeurs, qui est un très bon exemple de ça, qui est un papier par Camille Landais, et co-auteur, sur l'éducation. Alors tout le monde dit, il faut dépenser plus en éducation, il faut qu'il y ait plus de profs, qu'il faut qu'il y ait moins d'heures par semaine, etc., etc. Ce que Camille a fait, et c'est un papier du Conseil d'analyse économique, c'est de regarder toute une série de marges. Si on met plus d'argent ici, si on met plus d'argent ici, ici, etc. Combien est-ce que ça, quel effet ça a sur les variables qui nous intéressent du point de vue économique. Et il montre qu'on a appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont totalement inutiles et des choses qui sont très utiles. Par exemple, dans le tutorat, selon que c'est fait par les parents, selon que c'est fait par un auxiliaire, selon que c'est fait par un prof, selon que c'est fait à l'école, et en agrégeant tout ça, on arrive à la conclusion que c'est là qu'il faut dépenser, et si on dépense ça, ça aura un effet sur la qualité de l'éducation et sur le niveau de productivité, etc. Il y a des limites. Alors j'ai eu une discussion justement avec Camille. Ce qu'ils ne font pas dans leur papier, c'est combien ça rapporterait de payer les profs beaucoup plus. Parce que manifestement, dans certaines disciplines, en particulier en maths, la qualité des profs, alors avec tout le respect que je leur dois et toute l'abnégation qu'ils ont, on n'a pas les étudiants les meilleurs en maths qui décident d'être prof de maths, parce que si tu es bon en maths, tu peux trouver un boulot dans le secteur privé qui paye beaucoup, beaucoup plus. Qu'est-ce qui passerait si on décidait de payer les profs de maths 50% de plus? Okay. On peut estimer, ou dans la distribution, on aurait des profs supplémentaires. Est-ce que ça vaudrait du coup? Et malheureusement, on ne sait pas très bien quel est l'effet d'un bon prof. On a tous des expériences personnelles où on a eu un bon prof et ça a fait une différence. Mais du point de vue quantitatif, quelle différence ça ferait si les profs étaient un peu meilleurs, par exemple? Mais donc ces modèles-là, cette étude que je lirai, bien entendu, c'est Oui. une étude qui est basée sur un modèle ou c'est purement Non, c'est empirique? pas, non, c'est Voilà, c'est purement purement empirique. empirique sur la France. Purement empirique, mais moi, en tant que macroéconomiste, si Camille, à la fin, me dit, voilà, si on dépense de manière optimale en éducation, voilà l'effet que j'aurai sur la qualité de l'éducation et donc sur la productivité, etc., à ce moment-là, moi, je peux m'en servir comme macroéconomiste. Et donc, il y a une articulation entre ce travail empirique, qui devient de plus en plus riche, de plus en plus important, et puis les applications macro. Mais tout le travail là, il n'est pas fait par moi, il est fait par d'autres gens, et moi je me sers. Parce que pour calculer les élasticités dont vous parliez, en fait, il faut de la microéconomie, c'est ça? Il faut absolument, et de plus en plus, on a accès, c'est tout de même la révolution, à la fois parce que on est capable de mettre en place des expériences où on fait quelque chose pour un groupe et pas pour l'autre, et donc on voit la différence, ce qui est nouveau, ce qui est dû assez largement à ce que Esther Duflo, donc que vous connaissez, qui est cette économiste française à MIT, qui est remarquable, elle a poussé cette ligne que pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au gouvernement de mettre en place des expériences de genre pour apprendre en gros quels sont les paramètres. Une fois que ça a été fait, moi, je peux juste voler les résultats, en faire une élasticité et le mettre dans mon modèle. D'accord, ok, très bien. Je pense qu'on peut peut-être poser une dernière question qui sera plus une prise de Ok. recul sur tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui et qui permettra en fait de faire une petite synthèse. Alors, c'est plus une question sur l'articulation en fait entre la macroéconomie et les politiques publiques vraiment en général. En fait, la macroéconomie, c'est une science, comme on a pu le voir, qui est sujette à débat. Il y a différents modèles qui peuvent être utilisés. Il y a encore des études qui doivent être menées. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que en fait, cette science, qui est une science en construction, toujours, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle puisse éclairer au mieux les décisions politiques, dans la mesure où il peut y avoir un coup à se tromper euh, si on conseille, par exemple, au gouvernement de faire quelque chose et qu'on se rend compte finalement que
fait, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer l'incertitude des modèles, des théories et des recommandations qui peuvent être faites par la macroéconomie? Euh, en étant intellectuellement honnête et en admettant que quand on donne des recommandations, il y a une incertitude, à la fois parce qu'il peut y avoir des discussions théoriques sur le fait que cet effet est là ou cet effet n'est pas là parce que les gens se comportent différemment, etc. Et puis il y a des incertitudes empiriques, même si on est d'accord sur le principe, on ne sait pas exactement ce que les gens vont faire. C'est une science où on essaie d'étudier le comportement de 6 milliards d'individus qui interagissent les uns avec les autres, dont les opinions changent au cours du temps. C'est pas du tout comme la physique, où en gros les règles sont les règles, et puis donc où les anticipations des gens varient en fonction de toute une série de choses qu'on comprend plus ou moins. Donc, il me semble que quand on est conseiller, on doit être très très clair sur le fait que on donne son opinion la plus probable, et puis on essaie de séparer au mieux ces opinions morales, pour en revenir à la question précédente, des faits. Alors c'est pas du tout évident, mais je sais très bien que quand je regarde certaines interprétations ou certaines propositions venant de l'extrême gauche, par exemple, mais ça pourrait être l'extrême droite, mais ils s'intéressent pas à l'économie, donc c'est plutôt l'extrême gauche. Ce que je vais avoir, c'est un mélange de faits et d'opinions, pas nécessairement basé sur les faits. Donc, je suis assez sceptique d'un certain nombre de propositions d'un certain nombre de gens, parce que je sais qu'en gros, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent croire ou ce qu'ils croient, plus qu'une étude relativement neutre des faits. En pratique, on est tous biaisés, il est très difficile, la notion de fait est une notion mal définie. On regarde certaines statistiques, donc par exemple dans le cas de Gabriel Zucman, qui pense que l'inégalité est un énorme problème, ce que je pense aussi. Il a tendance à présenter les faits de manière correcte, c'est-à-dire que les faits qu'il présente sont les faits, mais les faits qu'il choisit à présenter sont des faits qui soutiennent sa thèse. Et quelqu'un d'autre arrive et dit non, regardez, on peut regarder les faits d'une manière différente, et les résultats sont complètement différents. Donc, pour prendre un exemple très, très, très concret, et sur lequel je suis pas d'accord avec Gabriel, Gabriel présente le taux d'imposition par décile en France. Et de fait, en effet, il est très élevé, même pour le décile du bas. Je pense que c'est pas la manière de présenter les faits, parce que le décile du bas reçoit en termes de transfert beaucoup plus que ce qu'il paie en termes d'impôts. C'est-à-dire que oui, il paie 50% d'impôts, mais il reçoit 70% de transfert. Donc, il me semble que c'est plus honnête de dire non, il y a une progressivité. Les gens en bas de l'échelle ne paient pas autant que les riches. Mais, je veux dire, on peut en effet représenter soit le taux d'imposition, ce que Gabriel fait, ou le taux net, ce que d'autres gens font, et puis en donner une interprétation. Donc il faut être très prudent en effet sur la présentation des faits, mais je crois surtout que c'est l'humilité. On travaille sur des sujets qui sont d'une complexité extraordinaire. La notion que je puisse prédire ce qui va se passer en France l'année prochaine si on prend telle mesure, alors que chacun d'entre nous va être confronté à des effets de cette mesure sans les comprendre, etc. Il faut être réaliste. On peut faire au mieux, il y a des régularités statistiques, il y a des arguments théoriques, mais il faut être d'une immense prudence. Je le vois, pour prendre un dernier exemple, ensuite on arrête. Les réformes. Donc, par exemple, quand les gouvernements ont des déficits budgétaires importants et qu'on leur dit qu'il faut faire quelque chose, ils disent bah oui, on va faire des réformes et ça va augmenter le taux de croissance. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de réformes qui n'ont pas du tout l'effet désiré. Même si du point de vue initial, ça paraissait raisonnable de le faire. Donc il faut en tenir compte. Et c'est vrai des académiques, des gens comme moi, qui sont à l'extérieur et qui donnent leur avis, et puis des politiques eux-mêmes, qui doivent savoir que quand ils mettent quelque chose en place, ça peut marcher, ou il y a des effets qu'ils n'avaient pas prévus, ou ça marche pas. Pas évident, mais c'est la meilleure réponse que je puisse donner.
Merci d'avoir répondu présent à pour cet échange avec Terra Nova Jeune et la petite conversation. Vraiment un grand merci. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Ah, bonne chance à vous.